Bonjour et bienvenue, on est dans la télé du salon en direct du festival à Montreuil. Et maintenant, si vous nous regardez, c'est le Social Club, l'émission qui place la littérature jeunesse au cœur de la société. Aujourd'hui, au Social Club, on va parler poésie, un genre un petit peu oublié et dont les ventes montent en flèche ces dernières années. Mais avant toute chose, je suis avec Sylvie Vassallo, la directrice du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, que retenir de cette journée et peut-être de la veille au soir? Oui, je vais commencer par la veille au soir. Chronologiquement, hier soir, c'était l'inauguration du salon et on a eu une petite surprise, une coupe d'électricité, une coupure d'électricité généralisée dans le quartier. Tout le monde a cru que c'était pour fêter nos bougies et souffler nos bougies, mais en fait, pas du tout. Donc, l'inauguration a été interrompue prématurément. Et du coup, on réinvite tous nos invités de l'inauguration à la belle nocturne de vendredi soir. Et l'autre chose à retenir pour aujourd'hui, c'est qu'en ce moment, des producteurs de télévision rencontrent des éditeurs jeunesse pour travailler autour de l'adaptation de la littérature jeunesse en série animée. Et c'est le côté interprofessionnel du salon. Et pour introduire la poésie, il me semble que vous êtes allé un petit peu chercher dans l'histoire. Qu'est-ce que vous avez trouvé ? Oui, pour regarder les phénomènes éditoriaux et créatifs d'aujourd'hui, on s'est dit que c'était intéressant de regarder s'il y avait des reflets dans l'histoire. Alors, un peu classiquement, je suis allée regarder du côté d'Arthur Rimbaud pour deux raisons. La première raison, c'est son âge. Quand il a publié Saison en enfer, il avait 19 ans, si je ne me trompe pas. Et les lecteurs de poésie aujourd'hui sont souvent adolescents. Donc, je me demandais, et peut-être vous allez discuter de ça, s'il y avait un rapport entre la fulgurance et la dissonance de l'adolescence et la forme poétique en elle-même. Et la seconde raison, c'est que Rimbaud a pas mal bousculé la forme de la poésie classique en mixant vers et prose, en se libérant en fait de cette forme. Et je me demandais s'il y a quelque chose à voir aussi dans cette rupture historique sur la poésie, avec la manière dont la poésie revient aujourd'hui à partir du rap, du slam, de la liberté des vers et de la prose également. En tout cas, nous, du côté du salon, comme on travaille toute l'année, on a imaginé un jeu d'écriture poétique qui s'appelle Toccata, la poésie en Seine-Saint-Denis, et c'est Insa Sané qui est un de vos invités qui en est le parent cette année. Et d'ailleurs, on en parlera. Merci beaucoup Sylvie. On se retrouve demain. Et maintenant, place à la discussion. Cela vous est peut-être déjà arrivé récemment de pousser la porte d'un café ou d'un bar et de tomber sur une poétesse en train de déclamer. Car oui, la poésie d'aujourd'hui, ça se crie, ça se montre sur Instagram et sur scène. La poésie d'aujourd'hui, ça n'a pas honte, c'est rebelle, c'est vivant et ça marche en plus. Mais qui sont ces poètes qui osent parler de guerre et d'intimité aux enfants ? Comment ont-ils réussi à renouer avec un jeune public? Et surtout, est-ce que la poésie, c'est vraiment tendance? Avec moi, Rim Battal, poétesse. Bonjour. Bonjour. Muriel Zac, autrice et éditrice chez Bruno Doucet. Bonjour. Insa Sané, auteur, slameur et comédien. Bonjour. Et Pierre Soletti, poète, dramaturge et membre d'un groupe de punk. Oui, bonjour. Social Club, c'est parti. Est-ce que la poésie, ça plaît aux enfants? Rime, vous êtes l'une des figures fortes qui marque, je dirais, l'un des courants qui renouvelle un petit peu la poésie aujourd'hui. Est-ce que vous l'avez vu revenir, ce jeune public? Alors oui, de plus en plus. J'ai la chance de donner régulièrement des ateliers d'écriture dans des établissements scolaires notamment. Et j'ai vu un intérêt grandissant ces dernières années pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs très divers. J'ai noté un peu ça après le confinement.
Et voilà. Et récemment, il y a aussi un intérêt de la part de maisons d'édition qui renouvellent leur catalogue et vont chercher des auteurs et autrices, poétesses et poètes de plus en plus jeunes, avec une démarche un peu peut-être différente, mais qui s'inscrit quand même dans la continuité de ce que faisaient nos aînés. Effectivement, un intérêt qui semble grandissant. Muriel, vous avez créé, si je ne me trompe pas, votre maison il y a 15 ans déjà. Quelle était l'envie à l'origine et est-ce que cette évolution dont parle Rime, vous l'avez vécue, vous l'avez ressentie ? Alors oui, très fortement. C'est quelque chose qu'on ressent et c'est quelque chose qu'on espérait. Parce qu'en fait, on a pendant des années eu une poésie qui était enfermée dans une sorte d'hexagone avec des miroirs. La poésie qui se parle à elle-même, qui se regarde elle-même. Et puis les gens s'en sentaient complètement exclus. Il y a 15 ans, quand on a créé notre maison, il y avait l'idée forte de sortir de cet hexagone, donc d'aller chercher les poésies du monde entier. Et on peut vous dire que ce soit d'Afghanistan, de Syrie ou d'Ukraine et j'en passe, évidemment que les gens ont quelque chose à dire, de puissant et fort par la poésie. Et c'était l'idée aussi de lui rendre toute son oralité, la place, comme vous l'avez évoqué, de la faire entendre partout, sur les marchés, dans les rues, dans les cafés, de la faire vivre, de la rendre vivante. Et c'est ce qu'on a essayé de faire, c'est ce qu'on a fait. Et non seulement on a vu de plus en plus de jeunes s'y intéresser au fil des années. Alors je suis d'accord avec Rime, où il y a eu un moment, au moment du confinement, où les gens, les jeunes comme les moins jeunes, se sont aperçus à quel point ils en avaient besoin de cette poésie. On avait fait un café poésie, un rendez-vous, un apéro poésie en ligne, et on voyait les gens qui venaient de plus en plus. Voilà. Et les jeunes eux-mêmes en écrivent de plus en plus, sont présents. Il n'y a plus comme autrefois que des cheveux blancs dans les soirées. Et nous, on publie énormément de jeunes. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut souligner d'emblée, c'est le féminin. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes poétesses, je pense qu'on y reviendra, et beaucoup de femmes. Voilà. Et effectivement, dans les lycées, dans les établissements, on voit à quel point ça parle. Et ça parle, peu importe, je dirais, le nom qu'on va donner, c'est-à-dire rap, slam, poésie sur Insta ou poème simplement dit, murmuré dans l'oreille. Du moment que ça fait écho aux problématiques du monde et aux problématiques des jeunes, on sent qu'ils attrapent. Et est-ce que vous le ressentez un petit peu au niveau des ventes ? Ah bah oui, bien sûr qu'on le sent au niveau des ventes. Heureusement d'ailleurs, parce qu'il faut que les gens achètent de la poésie. Ils ont beaucoup moins peur. J'aime pas trop donner des chiffres parce que les chiffres en poésie, ça n'a pas beaucoup de sens. Mais vous voyez par exemple le recueil de Sofia Karampali-Farhat, Zaatar, que j'ai avec moi là. C'est une jeune poétesse très jeune qui est née au Liban, elle est gréco-libanaise, qui a quitté son pays et c'est son premier recueil, qui est un recueil vraiment qui parle de l'intime, qui parle de la déchirure, qui parle aussi du désir d'exister, du désir d'exister malgré les intégrismes et toutes les choses qu'on veut lui faire peser. Ce livre, on n'arrête pas de le réimprimer. Il marche excellemment. Et il est même choisi par des lycéens, là, en région Île-de-France. Il fait partie d'un prix. Enfin, voilà. C'est même peut-être ce qu'on vient le plus chercher chez nous aujourd'hui. Les voix du monde. Comme je parlais du cri des femmes afghanes, et les jeunes qui ont quelque chose à nous dire aujourd'hui. Ça marche vraiment. Des jeunes qui lisent et qui écrivent. Insa, on en a un petit peu parlé. Il y a eu un petit spoil. Dans le cadre du festival, vous parrainez un dispositif qui s'appelle Tokata. Qu'est-ce que c'est au juste ? Tokata, on invite les jeunes de primaire et du début du collège à devenir des poètes eux-mêmes, mais pas seulement des poètes qui écrivent sur un papier, mais des poètes qui vont déclamer leurs textes. Je suis de la vieille école et je pense qu'un livre, un texte, c'est pas fait pour lire avec les yeux, c'est fait pour lire avec la bouche. Donc l'idée, c'est à la fois de les faire, de leur donner plaisir à écrire et ensuite à déclamer leurs textes en public. Et est-ce que les enfants sont réceptifs pour l'instant ?
Les enfants sont toujours réceptifs dès l'instant où il y a un challenge, dès l'instant où on leur parle de plaisir, mais le plaisir, ça vient avec la difficulté aussi. Donc, il y a des méthodes pour pouvoir faire en sorte de les accompagner dans cette recherche de plaisir. Il y a des jeux qui sont adaptés également selon leur âge et pour faciliter aussi la démarche d'écrire. De toute façon, pour les adultes aussi, c'est pas facile d'écrire et c'est encore moins facile de parler en public. Donc le truc, c'est que plus on les prend tôt, on leur explique que ça va être un bon moment et que c'est un challenge pour eux, finalement, plus ils le font et mieux c'est. J'ai rencontré il y a quelque temps, j'étais allé manifester, comme tout le monde, contre la loi retraite. Et contre la réforme de la retraite. Et puis, il y avait un jeune homme qui me voyait en interview, un jeune homme, 27 ans, et qui me regarde de loin et qui ne bouge pas. Et quand je finis mon interview, il vient vers moi et il me dit « Vous êtes Monsieur Sané ?» Je lui dis « Oui ». Il me dit « Je vous ai rencontré quand j'avais 12 ans. » En 6e, et regardez, je suis avocat et j'ai retenu la position 0. La position 0, c'est ce que j'apprends à mes publics avant de prendre la parole en public. Vous parlez de méthode. Justement, Pierre, vous avez travaillé longtemps au Centre de création pour l'enfance, où vous avez notamment réfléchi à la transmission de la poésie. Comment on transmet la poésie? Et justement, on en parle, comment on transmet le goût de la poésie? Le goût de la poésie, moi ça m'enchante d'entendre ce que Insa vient de dire sur la poésie. Le goût, c'est avant tout, je crois, dans le fait de jouer avec les mots, puisque les enfants comprennent les mots très tôt, aiment les mots compliqués, contrairement à ce qu'on croit. C'est pour ça qu'on a lancé une collection de poésie d'auteurs qui n'écrivent pas pour la jeunesse habituellement, bien qu'il y en ait quelques-uns, parce qu'on ne se prive pas de plaisir aussi au centre. Donc on a publié Rascal et quelques auteurs jeunesse, mais assez peu. Et c'était plutôt des auteurs qu'on dit d'avant-garde, enfin qui font beaucoup de bruit, qui font peur comme ça. Et donc on leur a demandé des textes pour la jeunesse et les enfants, ils aiment bien aussi. Donc il n'y a pas de chapelle dans cette collection. Elle est vaste. Et puis nous, l'envie effectivement, c'est de diffuser un maximum de poésie un peu partout. Partout en France, on va aussi un peu à l'étranger avec le centre. Et la poésie, en fait, il y a une espèce... Parce que là, est-ce que c'est tendance? Je crois que ça a toujours été tendance, la poésie, en vrai. C'est toujours aux avant-gardes. Quand on regarde l'histoire de la littérature, c'est toujours ça. On a les poètes aux avant-gardes. C'est au 19e. Il y a eu une introduction avec Arthur Rimbaud, bon, voilà, qui a changé quelque chose, même pour ceux qui ne l'ont pas lu, d'ailleurs. Rime, toujours, tendance depuis toujours, la poésie? Vous êtes d'accord? Je suis assez d'accord avec Pierre, mais je pense qu'il y a eu une sorte d'accélération peut-être de cette tendance avec les réseaux sociaux qui ont permis à énormément de jeunes de découvrir la poésie comme ça un peu par surprise. On scrolle et puis soudain on tombe sur de la poésie et c'est une agréable surprise parce qu'on se rend compte que finalement c'est pour nous, on comprend tout, ça nous touche, etc. Mais aussi dans le fait de permettre aussi aux jeunes personnes de tester, de publier, de diffuser elles-mêmes leurs textes au final et qu'elles rencontrent leur public. Donc oui, je pense que ça a dû aider. Il y a aussi au niveau de l'édition un renouvellement qui a été d'ailleurs amorcé par la maison d'édition Bruno Doucet. Ça peut paraître anecdotique, mais ce changement d'esthétique dans les couvertures, Bruno Doucet fait partie des premières maisons, voire la première à avoir apporté de la couleur à ses couvertures. Ce qui attire un public de plus en plus jeune, qui avait peut-être peur un peu de ces couvertures très sobres, qui peuvent paraître hermétiques, qui peuvent annoncer peut-être à tort que leur contenu est destiné à une poignée d'initiés, alors qu'en fait, non, on trouve vraiment à peu près tout en poésie. Il y a autant de recueils que de poètes et autant de poésie que de personnes qui peuvent les lire.
Je pense que il peut arriver qu'on ouvre un recueil de poésie et de ne pas être touché, etc. Et ce n'est pas très grave, il ne faut pas se décourager et aller en ouvrir un deuxième et un troisième. Il y a énormément de romans, en les ouvrant, ils nous tombent des mains, ça ne nous empêche pas du tout de continuer à lire du roman. Et d'ailleurs, à propos des réseaux, vous utilisez beaucoup Instagram comme un moyen de diffusion de votre art au-delà du livre papier et aussi une manière de communiquer avec vos lectrices un petit peu partout. Tout à fait. Alors déjà parce qu'il y a une question de multimédia et d'interactivité avec les réseaux sociaux que nous permettent les réseaux sociaux. On peut proposer à la fois des images qu'on associe à ces textes, de la vidéo. On peut lire soi-même son texte sur une vidéo et le diffuser. Et on peut diffuser au-delà de la France aussi. Moi, je viens du Maroc initialement, donc j'ai un public qui n'arrive pas forcément à trouver mes livres sur place pour des questions de circulation, de douane, de frais, de prix du livre aussi qui devient beaucoup trop cher une fois converti au dirham depuis l'euro. Et donc qui arrive à accéder à ma poésie via les réseaux sociaux. Donc c'est tout à prendre. Ça vous est déjà arrivé d'échanger avec des lectrices? Il me semble que vous êtes allé jusqu'à échanger avec des lectrices turques. Oui, tout à fait. Alors j'ai publié dans une anthologie collective qui s'appelle le Dactylo méditerranéen. Donc en franco-turc, en français en turc, qui a été diffusé, en tout cas d'après ce que j'ai cru comprendre, auprès de jeunes lycéens et lycéennes en Turquie qui m'ont contacté. Il y a même une élève qui a fait un devoir sur un de mes textes et donc qui m'a contacté et donc j'ai accepté de répondre à ses questions. On a fait une visio pour pouvoir préparer son exposé et ça m'a énormément plu. Ça m'est arrivé aussi avec des lycées français qui se trouvent au Maroc, notamment un lycée à Tanger. Donc la professeure, l'enseignante m'a contactée aussi pour me poser des questions, pour préparer une présentation, enfin un exposé sur la poésie pour ses élèves. Pratique pour les exposés d'avoir des auteurs vivants pour pouvoir échanger avec eux, ce qui n'est pas toujours le cas. Insa, vous écrivez pour les adultes comme pour les enfants. Est-ce que vous pensez qu'il faut adapter sa poésie aux enfants sur la forme? Non, il faut. Tout à l'heure, Rim dit qu'il y a de la poésie pour tout le monde. Moi, je pense que de toute façon, quand on va voir un film, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on ouvre un livre, c'est pour se voir dedans, c'est pour questionner ses propres émotions. Quand on dit ce livre, il est nul, mais en fait, c'est parce que ce livre ne répond pas à nos attentes du moment, de l'instant T où on l'a ouvert. Ce faisant, quand on écrit, on doit pas être large parce que sinon on touche pas la cible, mais on doit d'abord avoir une thématique qui intéresse un groupe social, un groupe humain, et ce groupe humain est touché et a les codes, mais tous les groupes humains n'ont pas forcément les codes. Et puis de toute façon, j'ai lu les Contemplations et les Châtiments quand j'avais 8 ans. J'ai rien compris, mais ça m'a pas empêché d'aimer. Et j'ai le souvenir, quand j'avais 9-10 ans, d'avoir des copines qui adoraient Madonna et qui dansaient sur Like a Virgin. Si elles avaient compris ce que ça voulait dire, je pense que les parents auraient refusé de les laisser danser. Donc on peut écouter des chansons en anglais sans rien comprendre et aimer, et on peut aimer des textes ou aimer des livres sans tout comprendre, mais aimer également. L'idée, c'est vraiment de questionner le rythme, de discuter sur la sensibilité, de voir la poésie. La poésie, elle n'est pas seulement dans des vers, dans des proses. La poésie, dans des super romans, il y a de la poésie aussi. J'adore les textes, les romans, où je sais que je peux les lire à haute voix, et ça, c'est de la poésie aussi. Donc finalement, la question, c'est pas tant l'âge. La question, c'est de connaître la sensibilité. Est-ce que à 8 ans, on a la même sensibilité qu'un homme ou qu'une femme de 30-40 ans? Oui, c'est possible. À 30-40 ans, à 50 ans, des fois, on se réinvente une âme d'enfant, et c'est pas grave.
C'est vrai que moi j'ai le souvenir quand même petite de poèmes que je devais apprendre à l'école, qui m'ennuyaient, où on parlait de fleurs, on parlait de printemps. Bon, ça m'enchantait pas trop. Et Muriel, vous, est-ce que selon vous, on prend pas les enfants assez au sérieux quand on leur parle de poésie? Est-ce qu'on les prend un peu pour des idiots quelque part? Bah, c'est exactement la raison pour laquelle on a créé cette collection qui s'appelle Poésie Histoire. C'est quand la poésie prend les enfants au sérieux. Oui, moi je crois qu'on ne leur fait pas confiance aux enfants. On ne leur fait pas confiance dans leur capacité de compréhension, dans leur capacité d'émotion. Et il y a cette espèce de clivage. La poésie pour la jeunesse, la poésie pour les enfants. Alors il faudrait que ça soit des petites fleurs, des petits oiseaux, comme vous venez de le dire, ou bien des jeux sur les mots, mais cucu-gnan-gnan. Et comme si les enfants, parce qu'ils sont petits, ne viendraient pas chercher dans la poésie la même chose que nous, ce que vient de dire Insa, c'est-à-dire pourquoi on lit un poème si c'est pas pour faire le clair en soi, pour y retrouver ses propres émotions et pour aussi découvrir et expliquer quelque chose du monde autour de nous, surtout quand il est troublé. Donc nous, on a créé cette collection, par exemple, sans avoir peur de parler avec des poétesses et des poètes qui ne sont pas du tout des poètes qui écrivent pour les enfants, avec des poèmes qui ne sont même pas au départ forcément écrits pour eux, mais qui racontent une ou des histoires et qui vont parler de la guerre en Syrie, des enfants dans la guerre en Syrie, comme le livre de Maram Al-Masri, La femme à sa fenêtre, où immenses sont leurs ailes, avec les images de Nathalie Noville, les enfants en Syrie. Il y a aussi les poèmes, par exemple, de Chaya Stoïka, avec le tournesol et la fleur du rhum, vous voyez. Elle était à Auschwitz, c'était une Rome. Et bien ces poèmes, illustrés aujourd'hui avec un artiste, Olivia Paroldi, contemporain, vont nous permettre aussi de parler avec des plus jeunes. Oui, des camps, bien sûr. Parce que pourquoi on ne prend pas les enfants au sérieux? Eux, ils sont avides que vous leur lisiez des poèmes qui vont les toucher. Quand vous les voyez circuler, prendre le livre, regarder... Pendant le salon, dans les couloirs, on adore faire ça. On les regarde, ils les prennent, ils se mettent à lire. C'est sérieux, c'est important. Et puis, quand vous avez ensuite un parent qui rentre dans une librairie, regardez où il est, le rayon poésie jeunesse dans les librairies ou dans les bibliothèques. Il est souvent tout en bas, à gauche, sous la table. Et on vous dit, oh ben non, ça ne marche pas. Mais c'est les adultes qui font un barrage. Moi, je peux vous dire que des enfants tout petits qui entendent parler de l'histoire de Halaya Issam en poème, quand les bombes arrivent, la première fois, la première bombe, la première explosion, je m'en souviens même plus. Il y en a eu tellement depuis. Mais ce que je n'ai pas oublié, ce que je n'oublierai jamais, c'est le regard de Allah. Noir de la nuit, noir pluie, noir cri. Alors les étoiles, c'est fini. Alors nous, peut-être on ne va pas vieillir. Alors nous aussi, on peut mourir. Vous voyez, je ne vais pas vous le dire en entier, mais... Vous dites ça à des enfants, mais petits, mais c'est ça qu'ils viennent chercher. Par exemple, ils ne vivent pas dans une bulle, ils les voient, les images à la télévision. La poésie, ça va les accompagner, ça va les nourrir. C'est comme des éponges, les enfants. Et je crois que les poèmes, c'est ça qu'il faut qu'on leur offre, y compris aux plus jeunes. Ça met tout de suite une sacrée ambiance quand vous déclamez des vers. Plus personne ne parle. Pierre Soletti, vous jouez aussi un petit peu avec les formes, avec les manières de faire poésie. Est-ce que selon vous, il y a une forme poétique à laquelle les enfants seraient plus sensibles? Est-ce qu'il y a 1000 manières de faire aussi poésie avec les enfants? Ah oui, je crois qu'il y a 1000 manières. Il n'y a pas une forme spéciale. Et on le voit quand... on est auprès d'enfants et qu'on leur parle de poésie, on la lit ou bien on en fait dans des ateliers d'écriture. Moi, j'utilise des tas de formes, une poésie visuelle, sonore, et eux, ils s'en emparent. En fait, ce qui est intéressant, c'est plutôt de transmettre la poésie. Muriel en a parlé très très bien, là, c'est des sujets, mais la poésie, c'est également, ça demande c'est une exigence de la pensée aussi. Et une pensée qui bien souvent va à contre-courant de l'efficacité servile du résultat. Le poète n'est pas rentable. Donc c'est toujours un voyou, c'est le voyou de l'orthographe, comme disait Dumortier, c'est toujours un voyou, le poète de toute façon. Les enfants ne s'y trompent pas là-dessus. Ils aiment bien. Moi, je fais beaucoup écrire les enfants sur les murs. Maintenant, parce que moi, ma première publication, je l'ai faite sur les murs de mon école. Et j'ai jamais arrêté d'écrire sur les murs. Et je trouve que c'est une expression très importante d'écrire sur les murs. Les enfants écrivent très facilement sur les murs. En plus, ça fait travailler de la graphie, parce qu'il y a une graphie spéciale. Et puis, je leur apprends aussi le type de feutre
va bien adhérer au mur, qui est assez facile. Il y a des élèves qui se font coller à cause de toi. Non, je leur dis, écrivez sur les murs. Il faut écrire sur les murs, c'est aussi une diffusion directe, mais on n'écrit pas n'importe quoi. On n'écrit pas n'importe comment. Voilà, et ça, les enfants sont sensibles, peu importe que ce soit une poésie sonore, visuelle, même classique, parce que je revisite beaucoup les classiques avec eux. J'adore revenir aux classiques, voilà, que ce soit, je sais pas moi, Éluard, peu importe. Ouais, ça fait toujours du bien de revenir à ces classiques-là. Et c'est pas un poète pour la jeunesse, on est d'accord. Non, non. Et écrire sur les murs, faire un peu de la poésie, quelque chose d'organique, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est au cœur de ce renouveau de la poésie. Mais peut-être avant une petite pause avec Jean-Marie Ozanne, qui, comme tous les soirs, va nous partager ses meilleures anecdotes du festival. Je m'appelle Jean-Marie Ozanne, j'ai créé la librairie Folie d'encre à Montreuil en 1981. Pour rien au monde, je ne raterai un épisode de cette aventure. Pour faire un beau salon, il faut une belle inauguration. Alors, l'inauguration, c'est un moment festif, s'il en est, où déjà toute la tribu du livre jeunesse se retrouve. Après les discours officiels qui ont leur importance, mais c'est après que la fête commence vraiment. Alors les gens boivent un peu, un coup, 2 coups, parfois 3 coups. Mais il y a un moment où il faut que la fête se termine. Et il y a des appels. S'il vous plaît, dirigez-vous vers la porte de la sortie. Et puis, un autre appel. Et puis, un 3e appel. Et il y a presque autant d'appels que de coups qui ont été bu. Et il y a toujours des petits groupes qui restent là. Alors, les vigiles commencent à se déplacer dans les allées en essayant d'entraîner les gens vers la sortie. Et une année, un maître chien... on ne sait pas s'il l'a fait volontairement ou pas, mais en tout cas, a lâché son kleps. Et l'animal s'est précipité sur les mollets d'un représentant Gallimard, très chic, le représentant. C'est Christian Bruel qui m'a rappelé cette histoire. Et nous ne nous souvenons pas s'il a eu ou pas des points de suture. C'est ce qui s'appelle être dans le timing. Rim, vous avez participé à un recueil de poésie intitulé Bonjour Poésie qui sort en janvier chez On ne compte pas pour du beurre. Joli nom pour une maison d'édition. Est-ce que c'est la première fois que vous écriviez pour les enfants, les petits? Oui, parce que justement, alors comme on dit mes camarades, je ne pense pas qu'il y ait une poésie particulièrement pour les enfants. En fait, je pense qu'on peut la lire à n'importe quel âge et puis la comprendre éventuellement avec le temps. Mais j'ai été vraiment très heureuse de participer à cet ouvrage collectif, parce qu'il est aussi porté par une maison qui s'adresse et qui essaye d'inclure les enfants, entre guillemets, queer ou enfants de parents queer. Et donc de produire une poésie qui va les inclure dans ce récit collectif, littéraire et poétique. Et donc moi, dans mon texte, du coup, que j'ai testé sur mes enfants, j'ai un peu essayé de... aller déconstruire ou en tout cas bousculer un petit peu les contes qu'on a eu enfant. Et mon texte commence par j'ai embrassé un crapaud, il s'est transformé en bœuf, je l'ai embrassé encore, il m'a pondu un œuf. Et au départ, ça m'amusait beaucoup quand ces premiers vers me sont venus. Et je l'ai testé sur mes filles et ça les a beaucoup amusées. Elles m'ont demandé de dire la suite. Donc le livre est composé de plusieurs textes, notamment de Kiemis, Valérie Rousseau, Nathalie Quintane, Luce Volkmann, Sarah Mishkin, voilà, enfin pour ne citer que celle-ci. Et on en fait une lecture performée ce samedi au Salon du Livre de Montreuil, ici même donc. C'est une parfaite transition puisque j'allais parler de l'importance de la performance, de l'oralité.
Insa Samé, pour vous, je crois que c'est au cœur de votre création, non? J'écris pour que ce soit dit à haute voix, j'écris pour exister sur scène, pour exister dans le regard des autres. Donc mes écritures, mes romans, mes poèmes sont faits pour être vus, être entendus, mais aussi parce que je veux vraiment exister. Faut pas oublier que, en réalité, la poésie, elle est partout. Quand tu dis écrire sur les murs, c'est marrant parce que quand j'étais gamin, on s'inventait des pseudos. Moi, c'était Flash. C'était ridicule comme pseudo. On s'est tout le temps foutu de mon pseudo. Mais je le taguais fièrement sur les murs pour dire j'étais là, je suis là. En prison, quand on est en prison, on écrit son nom aussi. J'étais là. Donc, ce faisant, en France, parce que la France, c'est une grande classe à ciel ouvert, et la France, c'est un professeur, mais qui n'aime pas qui n'aime pas ses élèves de la même manière, et qui a tendance à vouloir écarter les élèves qui ont un accent d'ailleurs. L'accent d'ailleurs, ça peut être l'accent breton, ça peut être le Languedoc. Donc ce prof, il est centre-villien, c'est un Parisien qui voudrait que sa langue, que la langue de la classe soit celle qu'il comprend. Il voudrait que les tableaux qu'on peint, ce soit les tableaux qu'il a vus dans ses musées à lui, que le théâtre qu'on joue, eh ben, que ce soit le théâtre que lui fantasme, mais que tout ce qui est populaire, tout ce qui vient d'ailleurs n'a pas lieu de citer, tout ce qui vient d'ailleurs n'est pas la culture. Moi, mon histoire est née en ville, dans une cité dortoir, un HLM, ou dans un pavillon avec vue imprenable sur les tours. Le cul entre la vie et la mort, mon histoire s'exprime avec ses mots à elle, dans un français qui baise avec le Maghreb, l'Afrique, l'Asie et les States. Du coup, ses mioches ont l'accent métis. Son langage propre est souvent crade. Il se nourrit des mots de tous les jours, de la chair d'anonyme noyée dans la foule. Mon histoire cause comme elle est, froide comme le béton, rugueuse comme le goudron, fragile comme une fleur ballottée dans le souffle des pots d'échappement, sensible parce qu'écorchée vive. Et ouais, ma gueule, elle a pas de quoi se la raconter, hein? Un show en direct, on adore. Pierre Soletti, est-ce que vous pensez que c'est cette oralité qu'on vient d'entendre qui touche les enfants, qui fait que les enfants ils vont vers la poésie? Cette oralité est vitale. Et d'ailleurs, sans oralité, il n'y a pas de livre, en fait, puisque moi, je descends la rivière d'une longue lignée de conteurs. Donc, je sais à quel point la parole est importante, et la parole est première, de toute façon. C'est la parole, quoi, qui fait qu'ensuite... Alors, le livre est nécessaire pour garder une trace, et c'est pour ça que... Enfin, moi, je me suis aussi très vite intéressé, pas seulement à l'objet livre. Moi, j'aime tous les livres. De toute façon, il me passionne que ce soit des livres de poche ou des très beaux livres ou des livres d'artistes. Donc j'ai une très grande collection de livres parce qu'ils me passionnent tous. La manière dont ils sont faits, j'aime bien. Et j'aime bien sortir du livre aussi, ou du moins m'en servir de ce livre. Donc il y a un effet aussi très visuel. Et moi, tous mes livres sont au départ des carnets dans lesquels j'écris. Je tamponne, je dessine, etc. Et ça devient ensuite un livre un peu figé. Mais donc... Si on essaie de sortir du livre, c'est parce qu'on est conscient que le livre ne suffit pas à contenir la parole. Hein, la parole, elle sort tout le temps. Rimbaud, dont on parlait tout à l'heure, existe encore parce qu'on le dit, on le lit, on en parle. Voilà, donc oui, elle est vitale, et puis ça fait un bien fou d'entendre une parole dite comme ça. Exactement, Rim, vous êtes aussi performeuse. Je crois que la première fois que j'ai découvert un de vos textes, c'était en l'entendant et pas en le lisant, ce qui veut quand même dire de la place de l'oralité. Comment on fait pour faire une bonne performance? Qu'est-ce que c'est les petits ingrédients magiques? Alors, il n'y a pas de recette. Chaque personne performe en fonction de ce qu'elle veut mettre en avant de son texte, en fait. Performe avec sa propre personnalité, son propre accent, sa propre manière de se tenir, de se porter. Et l'essentiel, c'est vraiment de articuler correctement et essayer de
passer une émotion et de la partager à son auditoire. Et c'est quelque chose qui s'apprend tout à fait. Moi, la première fois que j'ai lu un de mes textes, je tremblais, je bafouillais, je trébuchais sur les mots. J'ai complètement massacré mon propre texte. Et ensuite, j'ai intégré un collectif qui s'appelle Le Bordel de la Poésie, qui organise des soirées de poésie contemporaine avec des poètes et poétesses qui font des lectures en tête-à-tête. Et dans ce cadre-là, il m'est arrivé parfois, parce qu'en fait, ça se fait à la demande du public, des clients et des clientes. Dans ce cadre-là, il m'est arrivé de lire 15 fois, 20 fois le même texte un même soir. Et au bout d'un moment, cet exercice-là nous permet de mieux les avoir en bouche, savoir qu'est-ce qu'il faut mieux, sur quoi mettre l'accent dans son propre texte, comment le rythmer à la lecture. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'ingrédients. En revanche, il ne faut pas sous-estimer le travail que c'est en amont de bien connaître son texte, le répéter chez soi, le dire à voix haute, essayer de le lire un maximum de fois en fait. Et voilà, après on peut associer sa performance à de la musique, on peut le faire à cappella, on peut le scander, on peut le chuchoter, on peut être accompagné de danseurs, enfin, ça peut se faire sous plein de formes différentes, on peut même le faire dans le cadre du cirque. Et quelle est la réaction alors des enfants quand ils vous voient performer ? À chaque fois, ils et elles adorent. Ça m'est arrivé de performer dans des établissements scolaires aussi. Mais justement, ils ont cette impression-là que c'est inné, que j'ai toujours su déclamer de cette manière. Et j'essaye justement de déconstruire ça avec elles et de leur montrer un peu comment le faire, comment se tenir, comment dire ces mots en leur donnant de l'importance et du poids à chaque fois. Je leur dis, parfois je leur fais lire des textes de rap, de chansons qu'ils adorent, et puis je leur fais entendre, et je leur dis, vous voyez, sur le papier, ça n'a pas du tout la même force et la même puissance que lorsque c'est dit, lorsque c'est débité par le rappeur, parce que, et vous aussi, votre texte, vous pouvez lui donner une force et une ampleur autre que celle, enfin, si vous arrivez à le dire correctement et si vous le dites avec conviction. Muriel, c'est fini alors ce vieux mythe du poète enfermé dans sa tour d'ivoire. Maintenant, il faut vivre, être au contact du monde pour faire vivre la poésie. Oui, là, je crois que c'est complètement obsolète. Nous, ça fait 15 ans qu'on va dans les lieux les plus improbables pour des lectures. En écoutant Rime, un souvenir me revient à l'esprit. Je me souviens de Bruno Doucet, accompagné d'un poète de Wallis et Futuna. Ils se sont retrouvés à aller lire des poèmes à la mi-temps d'un match de rugby. Donc voilà, et c'est partout où on peut. Et je me souviens aussi d'une fois, on était avec la poétesse syrienne Maram Al-Masri sur un marché, et pendant que les gens achetaient leurs légumes et leurs fruits, on était en train de déclamer la poésie. Et vous savez, les jeunes poètes d'aujourd'hui qu'on publie, il y a une hybridation des formes extraordinaire. Ils ont tous autre chose en plus. Rime parlait du bordel de la poésie. Il y a une poétesse qui en fait partie, qui s'appelle Laura Luttard. Son premier recueil, Au bord du bord, est paru chez nous, accompagné d'un spectacle, puisqu'elle est aussi comédienne. Marion Collet, Traverser les murs opaques, eh bien, elle est son autre métier, elle est file de ferriste, circassienne. Et son livre, au moment où il sort, elle a un spectacle sur le fil pour le lire. Vous voyez, la chanteuse Nawel Benkrayem, elle sort le cordon chez nous et en même temps, elle a là carrément un tour de chant. C'est-à-dire à chaque fois, il y a toutes ces formes multiples. Et on a aussi beaucoup l'habitude de travailler avec les peintres, les illustrateurs. Par exemple, dimanche à 11h30 ici au salon, on fait une lecture collective, 4 poètes qui vont lire, avec notamment Katerina Apostolopoulou et Marie Pavlenko. Et il y aura une performance de l'illustrateur Olivier Balèze qui va peindre en direct ce que les poèmes lui inspirent. C'est-à-dire, en fait, tant qu'on peut mélanger tout ça, c'est la musique, c'est les arts plastiques, et c'est aussi nos voix qui se mêlent. Nous, on aime énormément les lectures collectives pour lire nos poèmes et ceux des autres, et pour faire entendre aussi beaucoup de langues. Parce que dès qu'on peut, on va faire entendre l'ukrainien, l'arabe, l'hébreu, enfin toutes les langues qui bruissent, le persan, et toutes les langues qui bruissent dans ces pages et qui vont sortir du livre. Ça, c'est quand même un des moments les plus magiques. Et par exemple, pour les langues étrangères, vous n'imaginez pas à quel point ça frappe et ça marque et ça plaît aux jeunes, qui, pas plus que nous,
enfin, ne les comprennent en réalité. Mais ce moment-là, on le voit dans leurs yeux, il y a quelque chose c'est cette poésie qui n'a pas forcément besoin d'être comprise, comme tu disais que ne pas comprendre les châtiments habitants, mais qui rejoint quelque chose de profond à l'intérieur. Ça, les enfants, par exemple, les ados, ils adorent. Alors, c'est pas la qualité des poétesses et des poètes, c'est pas l'intérêt des enfants. Donc, c'est quoi le frein d'une véritable déferlante là, de poésie qu'on a envie de recevoir? Je crois qu'il y a plusieurs freins. Il y a d'abord les habitudes et les clichés. Vous savez, il y a encore plein de gens qui ont encore dans la tête la vieille récitation pourrie qu'on vous faisait apprendre par cœur en annonnant et qui se disent « Oh là là, c'est en casse-pied la poésie ». Il y a aussi une partie du milieu de la poésie qui longtemps a été confisquée par, vous savez, le côté « moins je suis compris, plus je suis génial » et moins j'ai de spectateurs et c'est vraiment que je suis un très grand artiste. Et comme c'est quand même eux qui ont tenu pendant longtemps ce milieu-là, et qui sont encore assez présents, eh bien, il faut que les jeunes, tous les jeunes poètes là qu'on publie, poussent derrière, et poussent sur les scènes, et poussent partout. Parce que y a des clichés. Et puis, il y a cette idée qu'ont les adultes, qu'ils ne vont pas comprendre, que la poésie n'est pas pour eux. Et du coup, comme il y a ce complexe, a fortiori pour les enfants, parce que c'est quand même, faut pas oublier, bon, les ados choisissent eux-mêmes maintenant, mais les enfants, eux, il y a quand même un médiateur. Et alors, ah non, mais c'est trop... Non, il faut bousculer ça. Il faut vraiment bousculer. Bon, en même temps, moi, je crois vraiment que dans le monde qui va si mal aujourd'hui, avec tout ce qui nous tombe sur le coin de la tête, c'est une évidence qu'on a besoin de la poésie et des poètes pour exprimer tout ce qui se passe, tout ce qui va mal, et aussi les espoirs et les rêves pour un monde différent. Et ça, je crois que ça ne peut que marcher, ça ne peut qu'avancer. Bon, en tout cas, prescripteurs, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il y a plein de poésie sur nos tables. En attendant, moi, je vous retrouve demain pour un nouvel épisode où on parlera de livres-objets. À bientôt.